Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. L'armée affirme avoir visé des groupes responsables des actions contre les civils à Tinzaouaten. Les forces armées maliennes ont mené des frappes ce dimanche matin, des frappes de drones visant des positions des terroristes et des rebelles dans le nord du Mali, à la frontière, près de la frontière plutôt avec l'Algérie, dans la zone de Tinzaouaten, où se déroulent depuis plusieurs semaines des combats entre ces groupes et les forces armées maliennes. Selon le communiqué de l'armée malienne, l'armée a donc repéré, identifié donc des véhicules chargés de matériel de guerre et soigneusement gardés dans la cour d'une concession avant de procéder donc à des frappes de précision selon donc ce communiqué, qui permet aussi à l'armée d'établir, selon une version officielle, que c'est des groupes responsables des actions contre les civils qui ont été frappés et non des civils, comme le diraient d'autres sources, surtout des ex-rebelles qui estiment que ces frappes ont plutôt visé des civils et non des terroristes. Pour l'armée malienne, une vingtaine de terroristes ont donc été neutralisés à travers ces tirs de précision dans la zone de Tinzaouaten. Comme je le disais, nous sommes là au nord du Mali. Je commence par vous, Maouloulou Samson Alidja. Oui. La bataille entre les ex-rebelles, les terroristes et l'armée malienne continue à Tinzaouaten. La représailles des forces armées maliennes a eu lieu ce week-end. Et déjà, comme d'habitude, on crie à des frappes contre des civils. L'armée vient pour donner sa version. C'est plutôt des terroristes qui ont été ciblés. Oui, ce n'est pas la première fois que les membres du CSP, les rebelles Touareg affiliés au JNIM, au groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, disent que l'armée malienne a frappé leur région et que l'armée malienne a tué des civils. Il y a de cela quelques semaines, autour du 30 juillet, ils avaient déjà fait pondu un communiqué dans lequel ils disaient que l'armée malienne avait tué 6 civils dans des attaques de drones. Maintenant, je ne pense pas que l'armée malienne, qui est dans une politique de reconquête du territoire national, ait un quelconque intérêt à cibler des civils et à tirer. Parce que l'armée malienne dit là qu'elle a identifié une concession dans laquelle se trouvaient des armements qu'elle a ensuite frappé. Alors que les rebelles du CSP disent que les tirs ont été dirigés contre une pharmacie. Donc je comprends mal que l'armée malienne fasse voler des drones, voit une pharmacie et décide de tirer sur la pharmacie par plaisir. C'est vrai, nous savons tous que la reconnaissance aérienne et les frappes chirurgicales aériennes, comme on le dit souvent, ne sont pas d'une précision exacte. Même les États-Unis d'Amérique en Afghanistan ont commis beaucoup de bavures en frappant notamment dans les années 2010, je pense, une concession qui était en train de fêter un mariage et ils ont pris ces gens pour des talibans et ils les ont frappés. Mais quoi qu'il en soit, l'intention n'est jamais quand même d'aller tuer des civils. L'armée malienne est en train de chercher les groupes responsables de l'attaque de Tinzaouaten, qui a coûté la mort à beaucoup de combattants de Wagner et à beaucoup d'effectifs de l'armée malienne. Et ce sont ces gens-là que l'armée malienne cherche aujourd'hui à éliminer. Il est possible que l'armée malienne se trompe, mais cette communication selon laquelle l'armée malienne serait en train de chercher à tuer des civils, c'est un discours un peu génocidaire selon moi. C'est comme si l'armée malienne veut punir collectivement la population de Tinzaouaten pour ce qui s'est passé à la fin du mois dernier, mais je pense que ce n'est pas le cas. Donc cette façon de communiquer, je pense qu'il faut être très prudent avec, et selon moi, l'armée malienne a eu raison de faire cette sortie. Il peut y avoir des bavures, mais l'intention reste quand même de frapper les groupes criminels qui sont à l'origine de beaucoup des actions contre les civils et contre l'armée dans la région. Vous optez plutôt pour la version officielle de l'armée malienne qui estime avoir plutôt visé des responsables des actions contre les civils. Viser des responsables militaires, oui, et des combattants, oui. Maintenant, qu'il y ait des civils qui soient frappés, oui, c'est possible parce que, comme je l'ai dit, la précision des frappes chirurgicales aériennes n'est pas à 100% exacte. Il est possible, on a même eu le cas ici au Togo, il y a cela 1 ou 2 années, lorsque on a confondu des gens qui revenaient d'un bal avec des djihadistes et qu'on les a frappés. Donc c'est des trucs qui arrivent dans tous les pays. Mais l'intention première n'est jamais d'aller frapper des civils pour les tuer. C'est toujours d'aller chercher d'abord les combattants, les terroristes, pour les éliminer. Et si ça arrive comme ça, l'État a sa responsabilité, certes, mais ce n'est pas une responsabilité intentionnelle. L'État n'a pas eu comme intention première d'aller frapper les groupes terroristes et les civils plutôt pour les assassiner. C'est plutôt les djihadistes qui étaient cherchés. Et ça, je pense que l'État est dans son droit de riposter parce qu'ils continuent par maintenir leur position, de ne pas baisser les armes, de continuer par combattre l'État malien dans cette partie du pays.
Germain Pouli, l'État malien, dans sa riposte contre les groupes terroristes dans le nord de son territoire, a mené des frappes aériennes ce week-end, ce dimanche matin. Dans la soirée, des versions ont différé. Les groupes terroristes estiment que c'est des civils qui ont été frappés. La communication officielle de FAMA estime plutôt que c'est des groupes qui ont commis des exactions contre les civils qui ont été frappés. C'est-à-dire c'est des civils, des terroristes qui ont été la cible de leurs frappes et non des civils. Oui, c'est une guerre de communiquer. Vous savez que les médias occidentaux habituellement reprennent la version des djihadistes. Donc, ils donnent l'information sur les exactions. Vous allez voir des médias vous dire on a frappé à tel endroit, il y a eu tel nombre de morts. Mais c'est des informations qui sont données par des djihadistes eux-mêmes. Alors, quand les djihadistes disent qu'on a plutôt frappé les civils et que ces mêmes médias reprennent ça, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais comme ce n'est pas la première fois, même cette fois, il y a eu quelques années, c'était même l'ONU qui accusait les forces armées maliennes d'avoir frappé les civils et les FAMA... À la suite d'un rapport produit par les ONG. Oui, un rapport qui a été très contesté par le Mali, oui. Parce que une certaine opinion pense qu'on veut freiner les FAMA dans leur volonté de combattre le djihadisme. Alors donc, quand ils frappent les terroristes, on dit plutôt qu'ils frappent les civils. Et on leur met une pression pour ne pas évoluer dans leur combat. Maintenant, on le dit aussi avec des pincettes parce que on ne peut pas aussi véritablement affirmer que c'est effectivement les djihadistes qu'ils ont frappé. C'est possible qu'ils frappent les civils, mais dans cette guerre, je crois que l'opinion aujourd'hui est plus favorable à la version des Maliens, des forces armées maliennes, parce que les médias occidentaux, malheureusement, ont pris l'habitude de nous servir la version des djihadistes. Et sur ce territoire-là, on a vu comment des pays comme l'Ukraine avaient affirmé avoir soutenu les djihadistes pour infliger, donc, le mois dernier, en fin juillet, donc, une cuisante défaite aux forces armées maliennes. Maintenant que les Maliens repliquent, on a tendance à les freiner en disant plutôt qu'ils frappent des civils. Encore une fois, je ne l'affirme pas, mais je le dis, c'est l'analyse qui est faite aujourd'hui. Donc, personne ne saura la vérité. Ce que disent les djihadistes et repris par les médias occidentaux peut être totalement faux. Tout comme ce que disent les Maliens et l'armée malienne, aussi la version officielle peut être fausse, mais la réalité c'est qu'il y a une guerre de communication. Aujourd'hui, certains ont tendance à minimiser ou à freiner les efforts des pays qui sont un peu frappés par le terrorisme et qui ont pris sur eux donc de mener cette lutte-là avec des coups d'État qui ont porté à la tête de ces pays des militaires donc qui sont là pour ce combat. On a tendance à montrer que c'est un combat qui ne réussit pas. On a tendance à minimiser la victoire de ce régime-là. On a tendance à dire que rien n'a changé, peut-être même que la situation s'aggrave. Et donc, de l'autre côté, ces régimes militaires n'ont pas envie de se laisser démotiver, de se laisser freiner parce qu'ils appellent des montages. Donc après le rapport de l'ONU qui avait estimé que les FAMA avaient frappé des civils, le Mali avait contesté avec véhémence et depuis ce temps on a compris quand même que ça reste une guerre de communication et la vérité est difficile à cerner. On ne sait pas qui dit vrai et surtout que les médias occidentaux encore une fois reprennent la version des djihadistes qui aussi sont pour certains des civils. Oui. Parce qu'ils ne sont pas tous des militaires. Il y a des civils qui sont enrôlés. Dans l'armée malienne, dira on n'a pas frappé des civils, on a frappé des djihadistes. Et de l'autre côté, on dit non, on a tiré sur des cibles. Donc c'est une guerre très complexe qui s'est transportée malheureusement sur le plan médiatique, où, encore une fois, les médias occidentaux ne rendent pas service à l'opinion parce que
finalement, le vrai, le faux, on n'arrive pas à démêler pour savoir ce qui se passe. Donc, quand vous êtes en face de l'opinion, ceux qui sont favorables à ce qui se fait dans ce pays pour lutter contre le terrorisme, vous diront non, tout ce qu'on dit sur les médias, c'est faux. C'est des civils qui ont été... Voilà. Maintenant, ceux qui sont pour le djihadistes ou qui relaient les informations venues tout droit donc, de ces groupes-là, ils ont tendance donc à donner des informations qui ralentissent ou qui tendent à ralentir l'ardeur au combat donc, de ces forces armées-là. Maintenant, au-delà de tout cela, si ça s'avérait que c'est vrai, il se pose la question des droits de l'homme. Est-ce qu'on a le droit de tirer sur les civils? Non. Mais les droits de l'homme aussi peuvent être malheureusement utilisés à travers des manipulations pour freiner l'élan donc, de ces pays-là qui sont face à des difficultés énormes et qui, dans cette situation d'exception, aussi ne respectent pas totalement les droits de l'homme. On a vu sur les questions des libertés. Donc il y a l'état d'urgence est décrété dans la plupart de ces pays. Les droits de l'homme ne sont plus totalement ce qu'ils étaient parce qu'il y a une situation particulière où il faut combattre un ennemi qui fait beaucoup plus mal au pays. Et donc on comprend que dans ces conditions, les forces armées maliennes ont le droit aussi de riposter sur le plan médiatique pour établir la vérité. Louis Kamako, la guerre médiatique continue entre les terroristes et les forces armées maliennes. Après les frappes, les ripostes de l'armée malienne dans le nord du territoire malien, dans la zone de Tizawaten, ce dimanche, des versions ont différé selon les terroristes. C'est plutôt des civils qui ont été frappés par l'armée malienne. Et selon la version officielle, c'est plutôt les groupes qui commettent des exactions sur les civils, c'est-à-dire les terroristes qui ont plutôt été frappés. Oui, ça veut dire que c'est la parole des autorités maliennes contre celle des djihadistes. Vous avez parlé de guerre de communication et moi je fais toujours partie de ceux-là qui soutiennent que cette guerre-là est communicationnelle. Parce que quand vous êtes sur un terrain pareil où on ne maîtrise pas l'ennemi, parce qu'on a toujours dit que le terrorisme c'est une guerre asymétrique. Oui. On ne connaît pas qui est terroriste, surtout quand on nous dit qu'on n'est pas terroriste. On le devient du jour au lendemain avec les événements de la vie. Donc ça veut dire tout simplement que vous devez à un moment donné, vous devez de temps en temps communiquer pour justement dissiper un certain nombre de doutes. Et là c'est pour ça d'ailleurs que je suis tenté de dire bravo aux autorités maliennes qui ont jugé bon justement de faire sortir ce communiqué-là pour stopper en fait les rumeurs. Elle aurait pu dire mais bravo, nous on continue, que c'est l'arrivée qui compte, c'est les résultats qui comptent. Mais ce communiqué-là justement, comme vous l'avez dit, vient répondre à leurs détracteurs qui pensent que cette lutte-là ne se fait pas dans un camp conventionnel. Et j'en viens justement parce que ça fait des années que cette guerre-là a couru sur beaucoup de territoires. Donc, il y a eu pas mal de conventions qui ont été signées qui exigent aujourd'hui que la lutte se fasse dans un cadre conventionnel. Et le Mali a justement adhéré à pas mal de conventions. Ça veut dire qu'avant de procéder à des frappes, il y a des prospections, il y a des études prospectives qui sont faites. Ça veut dire que la zone est bien ciblée et qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour justement faire les frappes. C'est justement pour éviter ce genre de dégâts collatéraux que beaucoup de cadres conventionnels ont été signés. Ça veut dire qu'il y a une analyse qui est faite en amont. Il y a des études qui sont faites en amont pour justement faire économie de victimes. Donc je crois que le Mali depuis un bon moment respecte tous ces paramètres-là avant de procéder aux frappes. Maintenant, la question est principale ou bien fondamentale à laquelle il faudrait peut-être répondre, c'est aujourd'hui, est-ce que le Mali dispose aujourd'hui des moyens adéquats pour procéder aux frappes pour justement limiter le nombre de victimes? Je suis tenté de vous répondre par l'affirmative parce que avec ce qui se passe ces derniers temps, avec l'accord signé avec la Russie et son partenariat avec les autres États qui forment aujourd'hui l'AES, le Niger et le Burkina Faso, je crois qu'ils sont les trois pays aujourd'hui sont dotés de moyens adéquats justement pour venir à bout des terroristes. Et vous allez justement vous en rendre compte qu'à un moment donné, il y a certains même qui, entre guillemets, se glorifient de pouvoir justement aider d'autres pays qui sont en situation difficile. Je veux justement parler du Niger qui récemment s'est montré volontiers justement voulant porter aide au Togo quand le pays a subi des incursions terroristes au nord du Togo.
Je pense que vous êtes au courant de cette information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à leur niveau, ils se sentent à même justement, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont presque en train de doter aujourd'hui les terroristes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ça promet. Ça veut dire qu'ils ont des résultats comparativement aux forces occidentales qui ont fait plus d'une décennie là-bas sur le sol et qui ont essuyé un échec cuisant. Aujourd'hui, et c'est là où je reviens encore à ta question, cette guerre est également communicationnelle, parce que je le disais tout à l'heure que les forces occidentales ont montré leur faiblesse, ont montré leurs limites dans le Sahel. Donc à un moment donné, elles vont vouloir coûte que coûte mettre à contribution leurs médias pour prouver à la communauté internationale, pour prouver à la face du monde en réalité c'est une guerre qui est très difficile et que sans nous, il peut qu'avoir du chaos. Donc aujourd'hui, je pense que les autorités maliennes ont compris la situation comme telle, et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de chicaya, à chaque fois qu'il y a ce genre de dichotomie, à chaque fois qu'il y a cette communication, il y a cette campagne de dénigrement, elles essaient justement de rispoquer pour justement situer les responsabilités. Donc je crois que les uns les autres l'ont dit, aujourd'hui on ne peut pas tout dit qu'il n'y avait pas eu de victimes. C'est vrai que j'ai dit que avant que les frappes ne s'opèrent, il y a des analyses, il y a des études prospectives qui se font, mais dans ce genre de situation, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux. Mais puisque nous voulons faire des omelettes, on doit forcément casser des œufs. On doit forcément casser des œufs. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que l'armée malienne, puisqu'il s'agit du cas du Mali, c'est vrai, les autres pays aussi sont pointés du doigt, mais on va essentiellement parler du Mali. Ce n'est pas la première fois que l'armée malienne est pointée du doigt. Quand on analyse de façon objective, comment peut-on expliquer qu'à chaque fois qu'il y a eu des frappes terroristes, on n'évoque pas le cas des civils, mais quand il y a des frappes de l'armée, on évoque toujours des pertes civiles. Comment cela se fait-il? Les terroristes sont-ils plutôt plus responsables que les armées au point une frappe que les militaires? Et les militaires sont-ils aussi responsables au point de ne frapper que les civils? C'est la question qu'on est en train de se poser. Non, pas du tout. C'est la guerre de communication. Les médias occidentaux se sont fait les relais des communiqués pondus par le GNIM, le groupe EIGS et l'État islamique au Grand Sahara. Et quand vous voyez souvent, je prends un exemple très simple, le samedi passé, le 24 août, il y a eu une attaque au centre nord du Burkina Faso. Lorsque les militaires étaient en train de creuser des tranchées pour empêcher les terroristes d'avancer, une unité de commandement du GNIM a ouvert le feu sur les civils, les VDP et les militaires, et a tué, selon les estimations, autour de 200 personnes. Et on a 300 blessés. Le soir, les médias occidentaux ont commencé par parler de l'attaque en prenant pour preuve les vidéos que le GNIM, Al-Qaïda, au Maghreb islamique, a publiées sur ses comptes personnels. Donc c'était ça les objets de preuve que les médias occidentaux avançaient pour prouver qu'il y a vraiment eu une attaque. Jusqu'aujourd'hui, l'armée burkinabé n'a pas émis de communiquer parce que c'est une guerre de communication aussi. Et malheureusement, ça fait 3 fois en 3 semaines qu'il y a des attaques de grande envergure au Burkina. L'armée a perdu environ 200 militaires, ce qui est beaucoup. Et pour ça, il faut savoir communiquer pour ne pas démoraliser les troupes. En tout cas, ils sont sortis pour assurer que la riposte sera à la hauteur, mais ils n'ont pas communiqué sur le bilan. Mais le bilan est repris en boucle par les médias occidentaux qui citent comme pour preuve ce que les djihadistes ont dit sur le compte Telegram. Ce qui veut dire que ces médias-là se sont aujourd'hui fait les relais de l'information telle qu'elle est produite et fabriquée par les groupes terroristes et n'accordent qu'une place un peu mitigée, d'ailleurs même un regard un peu suspect à l'information qui est produite par les armées nationales, parce que les médias occidentaux semblent vouloir nous faire croire que les armées nationales sont en perte de vitesse, le contrôle plus sur la situation, que les groupes terroristes avancent et que lorsque ces médias disent qu'ils ont fait des avancées, c'est peut-être ce n'est que de la communication, mais lorsque les groupes djihadistes disent qu'ils ont tapé et qu'ils sont parvenus à des résultats, là c'est des informations crédibles qu'il faut prendre en compte. Ce qui est vraiment triste parce que ces médias semblent avoir vraiment choisi leur camp et ne jouent plus vraiment le rôle de journaliste comme il faut le faire parce qu'ils manquent d'impartialité sur cette question-là du Mali. Et comme je l'ai dit, il est possible que dans une attaque aérienne, il y ait des pertes collatérales. Il est possible que lorsque vous voulez taper une maison et qu'à côté de la maison il y a une pharmacie, il est possible que des éclats d'obus par exemple rentrent dans la pharmacie et tuent des civils. Ce qui est vraiment regrettable. Ce ne sont pas des pertes collatérales, ce n'est pas comme des coquilles d'œufs,
c'est toujours regrettable qu'il y ait des morts d'hommes dans ces conditions-là. Mais les armées maliennes, burkinabè ou nigériennes n'ont jamais comme intention première d'aller tuer des civils. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. S'il y a des morts civiles, oui, parce que c'est des zones densement peuplées, c'est des villages, c'est des communautés, c'est des localités où ces terroristes-là se cachent et d'où ils partent pour aller mener leurs attaques. Donc lorsque vous les ciblez, lorsque vous les frappez, il est possible, il est probable que des civils à côté perdent la vie. Cela ne veut pas dire que l'intention première en faisant décoller un drone, c'est d'aller tuer des civils. Ça, c'est totalement faux et il faudrait qu'on soit d'accord sur ce point. Merci beaucoup pour cette précision. Alors Germain, je reviens à vous. Pourquoi cette différence de traitement dans les informations quand il s'agit des opérations, des attaques menées par les terroristes, où on minimise un peu l'impact sur le côté des civils, si ce n'est les communiqués des armées régulières qui évoquent cet aspect. Mais pourquoi de l'autre côté, quand ces armées essaient de faire leur riposte, on met beaucoup l'accent sur la question des droits de l'homme et des civils qui sont souvent frappés dans ces attaques? Oui, non, vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, on pense que le terrorisme est créé, nourri, alimenté par les Occidentaux. Et l'Ukraine nous a apporté une preuve assez flagrante récemment en annonçant qu'elle a appuyé le terroriste. Et vous verrez qu'aujourd'hui, maintenant, ils essaient de faire une différence entre les terroristes et les indépendantistes. Entre les terroristes et les rebelles, ils trouvent des mots pour atténuer les œuvres criminelles de certains groupes qui semblent finalement être leur première source d'information, parce que quand les terroristes tuent des gens à 3 heures, mais ces médias vous donneront l'heure exacte, vous donneront l'endroit et les dégâts. Alors, les terroristes sont dans une guerre de communication, parce qu'on dit terroriste, c'est quelqu'un qui veut créer la terreur. Et donc, quand il avance les chiffres, il a tendance à augmenter les chiffres pour dire qu'il a réussi son coup. Et les médias occidentaux relaient ça. Et quand vous écoutez parfois certains médias, vous avez l'impression qu'ils n'attendent que des morts pour annoncer. On ouvre le journal avec la mort, tous les jours, sans exception. C'est comme si ces médias ne sont qu'à la recherche des morts et de les annoncer, et parfois même avec un cynisme ou même un plaisir, comme si on peut le dire, excusez-moi de le dire, mais on n'ouvre pas un journal avec de bonnes nouvelles. On ne peut pas dire, voilà, il y a eu ça de bon, et à la fin on peut dire, il y a eu tel malheur à tel endroit. On commence toujours, et donc, on ne comprend pas comment ça se fait que quand on frappe, c'est à eux qu'on envoie les informations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile, mais avant, ils avaient les informations précises. C'est à croire qu'ils vivent même avec ces terroristes. Et donc, quand certains militaires aujourd'hui disent, mais c'est les Occidentaux qui le font, et quand les Russes et les Ukrainiens, malheureusement, dans une bêtise, arrivent à affirmer qu'ils ont apporté un soutien aux terroristes pour infliger une défaite aux Maliens et au groupe russe des paramilitaires, c'est un peu triste. Donc aujourd'hui, on a compris que partout les militaires ont pris sur eux la responsabilité de combattre. L'Occident a tendance à minimiser leur succès, à dire mais vous nous avez demandé de partir. Est-ce seulement leur défaite qui explique cela, ou est-ce vrai aussi? Parce que des fois aussi, il se peut que ce soit vrai. Oui, nous disons que c'est vrai que quand on fait parfois des analyses, on peut dire mais depuis qu'il y a eu coup d'État, peut-être qu'il y a eu plus de morts que quand il y avait un président civil. On peut le dire. Mais ceux qui, aujourd'hui, nous disent assez clairement qu'ils donnent des renseignements et des moyens et des formations terroristes, c'est le même qui nous donne l'information. C'est des médias d'État, souvent. Ce n'est pas des médias privés, c'est des médias de ces États qui s'acharnent. Ça dit que c'est carrément une guerre de l'information. Vous savez, des pays comme le Togo ont choisi même de ne même plus communiquer. Parce que c'est un autre front. Donc vous verrez que l'armée tue les terroristes, ils n'annoncent pas. Qu'on tue, ils n'annoncent pas. Mais il y a des occasions récemment, lors du 27 avril, le président togolais avait eu quand même à faire une certaine situation pour dire voilà. Mais et quand vous communiquez,
Parce que les terroristes, ils adorent communiquer. Et ils adorent... ceux qui sont forts. Ils adorent exagérer. Même quand ils ne tuent pas 200 personnes, ils vous diront qu'ils ont tué 200 personnes. Mais même si l'armée dit non, on n'a tué que 40 personnes. 40, c'est beaucoup quand même. On ne peut pas dire entre 200 et 40, c'est différent. Non, même 40, même si c'est 2 personnes. Donc, ils jubilent quand ils tuent plusieurs personnes. Et ces médias là reprennent ça à longueur de journée. Et donc, je comprends ces pays-là, comme le Togo, qui ont choisi de laisser cette guerre de l'information de côté pour se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, les Occidentaux, à partir du moment où c'est les Russes qui appuient ce pays-là, on veut minimiser la contribution russe et dire que les choses plutôt s'aggravent, il n'y a aucune amélioration. Et maintenant, dans les pays où il y a les coups d'État, malheureusement, ces militaires sont obligés aussi de communiquer pour justifier le coup d'État, pour montrer que nous essayons de travailler, nous avons des résultats. Et donc, on assiste à ces guerres de communication-là, en plus du front sur le terrain qui crée des dégâts dans nos pays. Louis Kamako, que dire d'une telle situation? Une guerre de communication, comme les deux autres confrères l'ont reconnu? Oui, guerre de communication. Et contrairement à ce que disait jamais, moi, je ne le dirai jamais, il faut communiquer dans cette affaire. Quand vous ne communiquez pas, les terroristes, ils vont communiquer à votre place. Et ce sont les informations qu'ils vont véhiculer, que les gens vont croire. Et donc, pas de communication de la part de l'homme de la rue. Si vous les frappez, vous communiquez. Vous les obligez à vous frapper encore. Non, mais vous communiquez justement pour livrer la vervection. C'est ça. Mais justement, quand on revient au Mali, justement, ça dit que les médias qu'ils font, les médias qui se lancent dans cette campagne d'intoxication, parce que ce sont des confrères, je ne veux pas les taper dessus. Quand vous faites bien une analyse objective, vous allez voir que ce sont des médias qui sont interdits d'émission au Mali. Donc ça veut dire que comprenez ce fait qu'aujourd'hui, je vous dis qu'ils agissent en attitude de revanchard. C'est-à-dire que c'est l'occasion propice pour eux de rendre la période de la monnaie en fait aux États maliens. Ils vous diront qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les aptitudes justement pour vérifier les informations afin de les équilibrer. Donc je crois que ça peut être leur bémol, ça peut être la raison fondamentale pour laquelle en fait ils agissent de la sorte. Mais quand vous voyez aujourd'hui, ça repose aujourd'hui la question de la promotion des médias locaux. Vous verrez peut-être que à chaque fois vous allez constater que nos chefs d'État ou bien nos personnalités se sentent mieux justement en accordant une interview de première main aux médias occidentaux qu'aux médias locaux. Ça veut dire qu'elles ne sont pas dans la logique de promouvoir les médias locaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme médias locaux, bien que comme nous avons comme le gars, n'ont pas la puissance en fait d'émerger comme cela se doit. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens d'avoir la primauté. Voilà, on n'a pas le même poids, on n'a pas la primauté de l'information. Vous pouvez pas ici, par exemple, pour un événement qui se passe au Bénin, si, entre guillemets, je cite par exemple New York TV est incapable d'aller envoyer des reporters au Bénin vérifier et produire un dossier sur le sujet, et on s'appuie sur AFP ou bien des médias occidentaux comme TV5 Monde, ça veut dire que tout simplement que jusque-là, on n'a pas un média et que nos dirigeants ont failli justement dans la mise en place d'une institution ou bien d'un organe comme des médias qui jouent justement un rôle important dans ce genre de situation. Donc ça revient aujourd'hui aux dirigeants de comprendre que dans ce genre de situation, que dans ce genre de contexte, il faut justement avoir des médias qui ont d'abord la visibilité, qui ont une crédibilité et qui ont justement une grande écoute. Voilà, tout cela se construit. Et il faut justement mettre les moyens à leur niveau. Il faut les promouvoir. Il faut justement promouvoir les médias locaux. Je pense qu'on peut peut-être chuter là. Et là, je crois que les autorités du Sahel ont un projet justement parce qu'il y a une chaîne AES qui est en gestation. Oui. Donc, je crois que c'est des choses à copier et à coller dans nos pays respectifs. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.